Merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal. Bonjour à tous, voici les titres. En Côte d'Ivoire, fin hier de la deuxième phase du dialogue politique à la primature dans la commune du Plateau. Cérémonie en présence du Premier ministre. Selon Amadou Gon Coulibaly, le gouvernement, conformément aux dispositions en vigueur, va aviser sur l'ensemble des différents points discutés. Toujours en Côte d'Ivoire, à Saint-Fra, dans la région centre-ouest, des châteaux d'eau et autres stations de traitement d'eau sont en construction. Ce projet est estimé à plus de 35 milliards de francs CFA. Le secrétariat d'État au renforcement des capacités a donc exhorté les populations à soutenir les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Enfin, environ 20 morts et plusieurs blessés hier dans une bousculade devant un centre de distribution à Diffa dans le sud-est du Niger. En Côte d'Ivoire, la deuxième phase du dialogue politique s'est achevée hier à la primature dans la commune du Plateau. Le Premier ministre a salué la participation de tous les acteurs de la vie politique et de la société civile ivoirienne. Amadou Gon Coulibaly a également indiqué avoir pris acte des points d'accord, des divergences et autres recommandations à l'issue des différentes séances de discussion. Les précisions dans ce reportage de Alexis Ouedraogo. Ce lundi à la primature, presse nationale et internationale se bousculent pour la finale du dialogue politique sur le code électoral, ouvert le 6 janvier dernier. Au terme de plusieurs rencontres en comité restreint de haut niveau et plénière, partis politiques et organisations de la société civile se retrouvent face au chef du gouvernement qui salue l'implication de tous. Cette participation effective et active de tous les acteurs de la vie politique et de la société civile augure donc de lendemain meilleur pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Nous avons pu noter donc la volonté de tous d'aller à des élections apaisées. Avec les points d'accord, des divergences, mais aussi des recommandations que le chef du gouvernement entend porter au chef de l'État. Nous avons pu noter des points de convergence, des points d'accord, des points de convergence possibles, des désaccords et des recommandations. Je voudrais me réjouir que, notamment parmi les points d'accord et de convergence possibles, il y ait la question du relèvement du cautionnement, dans une fourchette qui a été discutée. Il y ait la question du parrainage qui a été discuté et admis par tous. Qu'il y ait la question de la baisse du taux en ce qui concerne le remboursement des suffrages à avoir pour le remboursement de la caution. Nous rendons compte au président de la République et au chef de l'État, et le gouvernement, conformément aux dispositions en vigueur, avisera sur l'ensemble de ces points. On prit part à cette rencontre au nom de l'opposition, le PDCI-RDA, la plateforme EDS, le FPI. Rappelons que c'est le 6 janvier dernier que, sur instruction du chef de l'État, le dialogue politique sur le code électoral avait ouvert ses portes. Plus de 11 millions d'Ivoiriens concernés. L'opération d'enrôlement pour les cartes nationales d'identité 2020 a été lancée hier par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diakité. Cette phase de renouvellement des CNI fait suite à une phase pilote qui s'est déroulée du 23 décembre 2019 au 14 février dernier. Amadou Ouattara. Le registre national des personnes physiques, RNPP, est une base de données qui centralise l'ensemble des informations sur l'état civil des personnes. Le RNPP se veut un instrument de gestion sécuritaire, administrative, économique et sociale. Pour l'effectivité du RNPP, l'État envisage l'enrôlement d'au moins 11 millions d'Ivoiriens sur une période relativement courte. Après une phase pilote, avec 43 centres qui ont permis d'enregistrer plus de 30 000 pétitionnaires, l'opération à l'échelle nationale de l'enrôlement pour l'établissement des cartes nationales d'identité
par l'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI est lancée ce lundi. Pour nouvelle demande, certificat de nationalité, extrait de naissance et le timbre acheté en ligne sur www.rnpp.ci. En ce qui concerne les renouvellements, se diriger vers le centre d'enrôlement le plus proche avec leur ancienne carte nationale d'identité. Et également le timbre acheté en ligne sur www.rnpp.ci. Et ce sera suffisant pour procéder au renouvellement de la carte d'identité. Représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, Sidiki Diakité, soutenu par plusieurs membres du gouvernement, est revenu sur l'importance de l'opération d'enrôlement et les innovations. Elle concerne 3 catégories de personnes. Les Ivoiriens détenteurs des anciennes cartes nationales d'identité venant à expiration. Les Ivoiriens majeurs qui, pour une raison ou une autre, n'ont pu se faire établir l'ancienne carte nationale d'identité. Les Ivoiriens nouveaux majeurs, c'est-à-dire âgés d'au moins 18 ans et ceux ayant au moins 16 ans, mais elle concerne aussi les enfants d'au moins 5 ans qui désormais en Côte d'Ivoire pourront, si leurs parents le souhaitent, obtenir également une carte nationale d'identité. Les leaders communautaires promettent de s'impliquer dans la sensibilisation des populations. Cette implication va s'agir de réunir nos populations, leur parler de ce que nous avons entendu, compris, et nous allons véhiculer cela même dans les campements. Les paiements des timbres se font uniquement en ligne sur les 3 www.rnpp.ci au prix de 5 000 francs CFA. Pour toute information, consultez le site internet www.onesi.ci. Plusieurs infrastructures inaugurées par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lors de sa récente visite dans la région du Boclé, c'est dans le sud-ouest du pays. On peut citer entre autres le nouveau marché et le débarcadère de Sassandra et la mise sous tension du village de Gbadjeboué. Dans le reportage qui va suivre, Alexis Ouedraogo revient sur ces actes posés qui vont relancer le développement du Boclé. Le Boclé se réveille ce matin, sourire aux lèvres. Au lendemain de la visite du chef du gouvernement dans la région, les actes parlent. Il y a d'abord l'électricité. La région a connu 4 grands axes qui viennent améliorer la couverture en matière d'électricité. À Fresco, nous avons lancé les travaux d'extension qui permettront justement à plusieurs ménages d'avoir accès à l'énergie à domicile. Nous avons aussi procédé à la mise sous tension effective d'une localité, celle de Zakareko, qui permettra à 6 000 personnes d'avoir accès à l'énergie. À Sassandra, nous sommes allés dans le village de Gbadjeboué pour justement mettre sous tension une localité qui n'avait jamais eu l'énergie en plus de 60 ans. En des chiffres plus clairs, en 2020, le taux de couverture pour l'électrification de la ville de Sassandra passera de 19,23% à 87,50%, soit 91 localités sur 104 électrifiées. La ville de Fresco, elle, atteindra les 100% d'électrification. Il y a aussi le bitumage des voies pour les départements de Fresco et Sassandra qui reçoivent 5 km supplémentaires de bitume. Et mieux, l'épineux problème de la côtière désormais sous contrôle. Dans le cadre du programme du gouvernement, la côtière va être transformée en autoroute. La sortie d'Abidjan, on a un projet d'Abidjan jusqu'à Songon. Les marchés sont en train d'être passés, donc c'était un financement de la BAD. Vous avez donc de Songon, Dabou, Grand Laou, c'était un financement chinois, le contrat a été passé et les études sont en train d'être terminées entre Grand Laou, Fresco, Sassandra et San Pedro pour l'étude. Autre temps fort, l'inauguration du marché et du débarcadère de la ville. Et ce sont les femmes qui en parlent le mieux. Nous sommes très heureux d'avoir eu ce débarcadère. Ça va nous permettre de mieux vendre et de mieux pouvoir installer nos marchandises. Ces inaugurations devraient surtout, dans la vision du chef du gouvernement, contribuer à leur autonomisation. Le débarcadère
et le marché central sont des investissements structurants qui vont permettre donc à toutes ces populations donc, qui vivent de la pêche et à toutes ces femmes qui sont au marché de pouvoir avoir des revenus donc, dans les meilleures conditions. Les jeunes aussi ont eu leur part de bonheur. 2050 d'entre eux issus de la région bénéficient d'une enveloppe globale de 921 millions pour soutenir leurs projets. Et bien sûr, l'eau, source de vie, a jailli dans les localités les plus reculées avec l'ouverture de vannes du château d'eau d'Aroca. À fin juin 2020, les pompes en milieu rural devraient être fonctionnelles avec dans le milieu semi-urbain un système d'hydraulique villageoise amélioré. Il y a eu au cours de cette visite de travail des moments privilégiés de cœur à cœur avec les élus et cadres, chefs traditionnels, femmes et jeunes des deux départements qui ont pris la résolution de s'engager pour le développement. Dans le Boclé ce dimanche, il y avait un goût d'espoir dans les rues. Toujours en Côte d'Ivoire, bientôt un séminaire international pour le traitement des chaussées. Les travaux vont porter sur les nouvelles méthodes de réhabilitation des routes. Plusieurs acteurs de la construction routière, les maîtres d'ouvrage, les dirigeants de bureaux d'études et de contrôle des entreprises de travaux vont participer à cette rencontre du 24 au 26 février prochain dans le district d'Abidjan. Les détails, Francis Boifo. Sur les 4500 km de routes dégradées, plus de 1600 km sont en cours de traitement et la plupart avec la nouvelle méthode qui consiste à retraiter les chaussées et recycler les enrobés. Lorsqu'on construisait la route, les matériaux qu'on a utilisés sont des matériaux de bonne qualité. Donc on peut rajouter soit un peu de ciment, on peut rajouter un peu de bitume, mélanger tout ça, tout ce qui était en place, et puis ça constitue une assise. Et puis on met un tapis dessus et puis les gens roulent. Pour capitaliser les acquis, la direction des infrastructures routières et le comité national route Côte d'Ivoire organisent du 24 au 26 février à la maison du patronat au plateau une rencontre internationale sur le retraitement des chaussées et le recyclage des enrobés. Le sens du séminaire, c'est de faire un échange d'expériences donc dans les pays d'Afrique, sur les pays où ils ont commencé le retraitement. Peut-être nous on a commencé il n'y a pas longtemps. Mais peut-être que d'autres ont commencé il y a 5 ans, il y a 6 ans. Est-ce qu'on a des données? Confronter un peu toutes ces données-là pour voir quelles sont ces données qu'on peut utiliser pour permettre donc d'utiliser plus efficacement cette méthode. Si on fait du retraitement en place, ça coûte moins cher. Mais aussi, ça nous permet aussi de protéger l'environnement. 200 participants africains, européens et américains sont attendus pour débattre de la disponibilité des matériaux à retraiter, de l'accès des engins dans les pays en développement et des méthodes de dimensionnement des chaussées. Yamoussoukro, dans la région centre du pays, les transporteurs ont désormais leur société coopérative. Cette structure a été présentée il y a quelques jours au grand public. Cette société coopérative va pouvoir ainsi bénéficier du soutien de l'État, notamment en matière de renouvellement du parc automobile. Saint-Fra, dans la région centre-ouest du pays, des châteaux d'eau et autres stations de traitement d'eau sont en construction. Un projet estimé à plus de 35 milliards de francs CFA. Le secrétaire d'État au renforcement des capacités a rencontré récemment les populations. Epiphane Zorobibalo les a exhortés à soutenir les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara. C'est un reportage de Charles Tatou de RTI Bouaké. L'eau, source de vie, pour permettre donc aux populations de certaines localités de Saint-Fra d'avoir accès à l'eau potable. Le département est en chantier. 4 châteaux d'eau sont en construction répartis dans les localités notamment Kononfla, avec une capacité de 500 mètres cubes, Bazeré 200 mètres cubes, Zouglouta également 200 mètres cubes et Saint-Fra, chef-lieu de département du même nom, 1500 mètres cubes. Ces différents châteaux d'eau seront approvisionnés par le fleuve Bandama à partir de Zambako où se fera le prélèvement. Pour ce faire, 2 stations sont également en cours de réalisation. Ces équipements hydrauliques s'inscrivent dans le cadre du programme social du gouvernement. Coût global des travaux dans cette partie de la région de la Maraoué, plus de 35 milliards de francs CFA. Le secrétaire d'État au renforcement des capacités, cadre de la région, exhorte les populations au soutien des actions du gouvernement, assurant la disponibilité du chef de l'État Alassane Ouattara à œuvrer pour des conditions de vie meilleures des populations ivoiriennes.
C'est le grand projet d'adduction en eau potable de Saint-Fra et qui permettra aux populations d'accéder à l'eau potable. Il est important que toutes ces actions soient connues pour que la population sache que le gouvernement, quand on dit l'État travaille pour vous, ce n'est pas juste de la propagande, c'est une réalité. En plus des châteaux d'eau, la ville de Saint-Fra connaît également un autre chantier de construction, celui de la chambre locale des rois et chefs traditionnels. Direction à présent Yamoussoukro, dans la région centre du pays, où s'est ouverte hier la toute première édition du forum dédié aux collectivités territoriales. Il s'agit de mener des réflexions profondes sur la question de la décentralisation. À noter que le président du Sénat ivoirien, Jeannot Ahoussou-Kouadio, et son homologue français, Gérard Larcher, se sont engagés à renforcer leur coopération. On en parle avec Mahama Traoré. Séance de travail entre les Sénats ivoiriens et français. Jeannot Ahoussou-Kouadio et Gérard Larcher veulent ainsi renforcer le bicamérisme dans leurs pays respectifs. C'est aussi l'occasion pour la partie ivoirienne de s'inspirer des 200 ans de vie et de fonctionnement que compte le Sénat français. Nous avons échangé sur plusieurs sujets concernant les collectivités, tout ce qui a trait aux maires, aux députés et les élus. Vu que nous sommes dans une année électorale, nous disons aussi qu'il y a une collaboration très franche entre la Côte d'Ivoire, le Sénat français et le Sénat ivoirien, qui se renforce davantage. Au sortir de cet entretien, Gérard Larcher et sa délégation ont visité les sites symboles de Yamoussoukro. D'abord l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, ensuite la résidence présidentielle de Yamoussoukro où le président du Sénat français s'est incliné devant la mémoire du président Félix Houphouët-Boigny. Enfin, une visite à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. À présent, la 3e édition du concours de l'innovation agricole durable. 7 lauréats ont été récompensés hier au siège du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, le FIRCA. Ces personnes ont reçu des chèques, des trophées et diplômes de participation. Une cérémonie en présence du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani. Les précisions, Noé Gnagno. Les bananes sénescentes ou bananes clacro dans le jargon ivoirien, des poches de perte post-récolte. C'est environ 30 à 40% de l'ensemble de la production qui devient banane claclo. Dans le cajou, c'est tout simplement un rejet pour le goût de la pomme de cajou. Quand vous consommez la pomme de cajou, vous avez un arrière-goût qui est dû au polyphénol condensé que nous appelons les tanins. Grâce aux travaux de 2 universitaires, Arlette Nguessan pour la banane plantain, sénescente, et Soro Doubo et son équipe pour la pomme de cajou, une nouvelle vie économique est donnée à ces 2 produits. Cette innovation va permettre d'avoir d'autres débouchés, c'est-à-dire au lieu de jeter ces bananes-là, on peut les transformer en semoule. Ce sont des emplois concrets pour la jeunesse. Dans le cadre du projet FCIAD, nous avons installé 13 groupements de femmes et d'OPA. Nous les avons équipés. Nous sommes en train de leur apporter les procédés de valorisation de la pomme de cajou. Et actuellement, les 13 sont répartis sur toutes les zones de production d'Anacat. S'agissant de l'innovation et du progrès technique, Kwasi Adjoumani, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, suggère un encadrement suivi du FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. Moi particulièrement, j'ai été fortement impressionné par tous les résultats qui ont été produits. Et il faut que tous ces lauréats soient vraiment suivis, soient reçus également, et qu'on essaie de voir dans quelle mesure nous pouvons les aider à faire fructifier tous ces enseignements qui nous ont été donnés et que tout cela soit mis à la disposition donc des producteurs pour rendre compétitives nos productions. Des résultats qui sont le fruit du concours de l'innovation agricole durable qui est à sa 3e édition. Coût de son financement, plus de 5 milliards de francs CFA dans le cadre du contrat de désendettement et de développement. Outre la célébration des innovateurs, le ministre Kwasi Adjoumani a visité le siège du FIRCA ou la maison des filières de Côte d'Ivoire après avoir reçu un présent qui l'a particulièrement ému.
Ce drame dans la région centre du pays, d'intenses feux de brousse font actuellement rage. Dans le village de Manfait, dans le département de Didiévi par exemple, plusieurs hectares d'anacardiers et d'igname sont partis en fumée. Les agriculteurs expriment aujourd'hui leur détresse au micro de Ange Kouakou et de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Plusieurs hectares de plantations partis en fumée dans le village de Manfait à Sankro. Village situé à 33 km de Didiévi. Depuis le lundi 10 février dernier, ce village vit dans le désarroi dû aux feux de brousse. L'origine de ces feux reste encore méconnue. Tout ce que nous avons est parti quasiment dans le feu. Ça fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment joindre les deux bouts jusqu'à la prochaine récolte. Même les semences même. Pour la nouvelle plantation d'igname, nous serait difficile. Il faut des moyens pour pouvoir acheter. Si l'on ne dénombre aucune perte en vie humaine, cependant les dégâts sont énormes. Champs de manioc, d'anacarde, d'igname, tout a brûlé. Les sinistrés sont sous le choc. J'ai environ 5 hectares d'anacarde qui a brûlé. Ça a brûlé mes manioc, mon igname. À présent, je suis là, je n'ai plus rien. Si aujourd'hui mes enfants viennent de l'école, s'ils disent de payer quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour payer. J'ai perdu les ignames et mes manioc. Vraiment, ça fait mal. Akloa Kofi et Yao Kouakou, âgés respectivement de 75 et 82 ans, sont deux planteurs malades. Ils viennent de perdre leur plantation qui leur permettait d'acheter leurs médicaments. Et lui, il souffre terriblement d'une maladie qui, je dirais, c'est le champ qui peut l'aider à se soigner. Pareil pour son frère. Ils sont totalement peinés par ce phénomène. Les feux de brousse représentent la troisième cause de la déforestation et de la dégradation des forêts en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le pays court vers la perte de son patrimoine forestier, l'un de ses plus grands atouts touristiques. À présent, un sujet plus heureux avec les journées de l'élevage à Dabakala, dans le nord-est du pays. Lors de cet événement, les populations Djimini Djamala, qui sont fortement dans le secteur de l'élevage traditionnel, ont été sensibilisées aux bienfaits de la vaccination des animaux. Les précisions de Soro Corona de RTI Bouaké. L'élevage reste une tradition séculaire dans le quotidien des peuples Djimini et Djamala. Pour donner un caractère plus moderne à cette activité, des journées d'élevage sont organisées dans la commune de Dabakala. Journées qui visent à former et à donner les rudiments aux populations pour un élevage sain. À la veille de chaque activité de l'anacarde, il est important qu'on sensibilise les parents afin que ce qu'ils gagnent dans les ressources de l'anacarde, qu'ils puissent injecter ça dans l'élevage. Donc pour nous, l'élevage, c'est la première banque qu'on peut trouver derrière son hameau, derrière sa maison. Des conférences, des séances de formation sur les techniques du métier de l'élevage et des campagnes de sensibilisation sur les vaccinations animales ont meublé ces journées dédiées à l'élevage. Les autorités locales et les acteurs de la filière se sont engagés à accompagner ce projet. Je voulais que Dabakala soit un pôle de production de protéines animales, entre autres la volaille et puis le bétail. Mais je dis qu'on ne peut pas le faire s'il n'y avait pas une formation préalable. La fédération sensibilise les éleveurs d'être aux côtés des vétérinaires pour suivre et qu'eux-mêmes ne puissent pas vacciner les animaux, c'est ce qu'on constate partout à travers le pays. La première édition des journées de l'élevage bénéficie du soutien de l'université Peleforo Gon Coulibaly. De toutes les universités publiques de Côte d'Ivoire, notre université, l'université Peleforo Gon Coulibaly, est celle qui a une vocation agro-pastorale. Donc naturellement, c'est notre université qui pouvait être choisie. Pour accompagner le suivi médical et vaccinal de l'élevage, une pharmacie vétérinaire est désormais ouverte à Dabakala. Jacquesville, dans la région sud du pays, les communautés Aladian et Avicam invitées à promouvoir la paix et la cohésion sociale en cette année électorale 2020. Cet appel a été lancé récemment par le ministre chargé de la promotion de l'investissement privé. Emmanuel Essis, également fils de la région, a échangé avec les populations. Le point tout de suite avec Jean-Marc Djadji.
Le ministre Emmanuel Essis rencontre les chefs de terre et de village de la sous-préfecture de Jacquesville. À la tête d'une délégation de cadres de la région des Grands Ponts, il vient promouvoir la paix et la solidarité. Après avoir fait part de leurs doléances, les chefs de communauté Aladjan et Avikam réitèrent leur contribution à la cohésion sociale. Nous sommes heureux que le ministre Essis soit venu nous rencontrer chez nous. Alors, pour les actions de paix, qu'est-ce que nous pouvons dire d'autre? C'est ce que nous réclamons de tous nos voeux. Le maire de Jacquesville, Joachim Begré, et le ministre Emmanuel Essis, fils de la région, rassurent les autorités traditionnelles sur les projets de développement en cours et les félicitent pour leur coopération. À l'approche de ces échéances d'octobre 2020, les inquiétudes gagnaient du terrain. Donc le ministre a donné le bon message. Aujourd'hui, nous sommes venus rencontrer la chefferie Avikam et la chefferie Aladjan pour passer le message du président de la République qui consiste à pouvoir être des agents, des vecteurs de la paix dans ce pays. Et les chefs de terre et les chefs de village sont les mieux placés pour recevoir ce message, de sorte à le transmettre aux populations. La région des Grands Ponts, à travers ces échanges, se veut le creuset du progrès et de la paix en cette année électorale de 2020. Un tout autre sujet à présent. La Côte d'Ivoire et les Antilles veulent renforcer leurs liens culturels. Ivoiriens et Antillais ont donc organisé un carnaval les 14 et 15 février dernier à Blocos, village situé dans la commune de Cocody. Patricia Itia. L'ambiance était à la fête ce week-end à Blocos, dans la commune de Cocody. La 8e édition du carnaval ivoiro-antillais a tenu ses promesses avec ce groupe de danseurs venus spécialement des Antilles pour l'occasion. C'est avec une grande joie que les festivaliers ont vibré au rythme des différents pays. Le maire de la commune de Cocody a exprimé sa joie pour ce brassage culturel. Vous avez entendu nos frères et sœurs qui sont contents de revenir sur la terre de leurs ancêtres. Et ce brassage de culture nous permettra de nous fréquenter, et d'échanger et de nous retrouver entre nous. Ce fut également l'occasion pour tous ces festivaliers de découvrir le Fatoué, ou fête de génération en pays Atchan. Une joie immense que mon village soit choisi pour abriter ce brassage culturel. C'est surtout un brassage de culture parce que bon, nous sommes tous des Noirs, donc il ne faut pas oublier que nous avons le même sang qui coule dans nos veines et peut-être les mêmes ADN. Plusieurs activités ont meublé l'édition 2019 de ce carnaval, processions et danses. Le carnaval ivoiro-antillais est un cocktail de rythme et de partage culturel initié par Georges Ravoteur, cet Antillais qui vit dans notre pays depuis plusieurs années. Toujours au chapitre culture, la 10e édition du Djaka Festival. Ce grand rassemblement culturel va réunir les peuples d'Ida et Gaudier du 11 au 15 août prochain. Cette édition 2020, faut-il le préciser, invite les populations à cultiver la paix et la cohésion sociale. Franck Quadio. Djaka Festival, événement par excellence visant la promotion des arts et cultures d'Ida, Gaudier, Neyo, Avikam, Aïzi et Ega, connaîtra sa 10e édition du 11 au 15 août 2020 à Divo. La conférence de presse animée par le commissaire général Alexandre Djonsis a permis d'en savoir plus concernant les innovations. Les hommes pensent que le Djaka Festival est réservé essentiellement aux femmes, si bien que les danses réservées aux hommes est en train de disparaître. Donc cette année, nous allons mettre en exergue tout ce qui est danse avec en point de mire le sapa, qui est la danse des hommes virils par excellence. Le koukoubi, le tebléblé, le zikalo, ils seront à l'honneur cette année. Djaka Festival, c'est aussi le tourisme avec chaque année la visite de la région. Cette année, il s'agira de mettre en avant les atouts touristiques de la ville de Grand Laou. La célébration de cette 10e édition est placée sous le thème de la paix. Après avoir dit nous sommes ensemble, à savoir Aleblo, et que nous nous aimons, à savoir Wallo, quand vous êtes ensemble, que vous vous aimez, vous devez prôner la paix entre vous. Et donc nous avons décidé de donner comme thème pour l'année la paix. La paix entre nous, la paix dans nos régions, entre les peuples, mais la paix en Côte d'Ivoire. Le lancement officiel des activités de cette édition 2020 se déroulera les vendredis 21 et samedi 22 au stade d'Anono dans la commune de Cocody. Djaka Festival a vu le jour en 2006 dans le département de Divo et se déroule chaque année.
Religion, plus de 170 prédicateurs et guides religieux musulmans participent actuellement à un séminaire à Gbéléban, ville du nord du pays. Les travaux s'articulent autour du thème « Rôle des imams dans la consolidation des valeurs islamiques et dans la cohésion sociale ». Le point avec Pargassoro Kone. Gbéléban, commune située à environ 70 km du département d'Odjéné dans la région du Kabadougou, au nord de la Côte d'Ivoire. Sous ces préaux de la mosquée centrale, guides religieux, élus, cadres, filles et fils du district du Denguélé, tous réunis pour l'ouverture du séminaire annuel de formation et de renforcement des capacités des imams et prédicateurs des sections du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, des régions du Kabadougou et du Folon. Séminaire qui a pour thème le rôle des imams dans la consolidation des valeurs islamiques et de la cohésion sociale. L'islam que nos parents nous ont laissé en Côte d'Ivoire ici, c'est un islam tolérant. C'est l'islam vrai. C'est l'islam dont la culture et l'éducation ont permis aux musulmans de vivre dans toutes les villes, dans tous les villages, dans tous les campements. Ce séminaire de formation a bénéficié du soutien des autorités administratives de la localité, des élus et cadres du district du Denguélé. Honorables guides religieux, nous comptons sur vos prières pour un climat social apaisé. Ne vous lassez pas de nous instruire continuellement sur la notion du vivre ensemble prônée par le président de la République, Alassane Ouattara. En plus du thème sur la paix et la cohésion, des thèmes sur la scolarisation et le respect des personnes âgées, entre autres, au centre de ce séminaire. Prières et bénédictions pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire ont mis fin à cette rencontre islamique. Enfin, environ 20 personnes mortes et plusieurs autres blessées hier dans une bousculade au cours d'une distribution de vivres et d'argent à des réfugiés et déplacés à Difa, dans la région sud-est du Niger. Les morts sont essentiellement des femmes et des enfants. Merci de nous avoir suivis.